Actu Média. Actu Média. Actu Média sur Radio Laser. 95.9 FM. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, à la Cantorade Sciences. Nous recevons comme chaque mois Marion Guillemin. Bonjour Marion. Bonjour Bernard, bonjour aux auditeurs. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons parler du numéro d'avril de Science Ouest et on va commencer tout d'abord par le dossier, un grand dossier sur les Landes et les tourbières qui représentaient il y a pas mal d'années une très très grande surface et qui maintenant qui était de l'ordre d'1 million d'hectares et qui maintenant est réduite à 14 000 hectares et qui est très très important au niveau de la biodiversité, zone très très humide. Pouvez nous commenter un peu ça, Marion, s'il vous plaît ? Oui, avec plaisir. Alors effectivement, dans ce numéro, on vous emmène dans les Landes et les tourbières qui font partie c'est vraiment un précieux patrimoine en Bretagne. Voilà, il y en a un peu partout dans le monde, mais en Bretagne, on est quand même assez servi. Comme vous le disiez, ce sont des écosystèmes qui sont en danger aujourd'hui et qui sont très très importants, tant pour le stockage de carbone. Donc, ce sont vraiment des alliés pour le climat, pour lutter contre le dérèglement climatique. Et puis, ce sont des vrais réservoirs de biodiversité. Donc, ce sont des zones naturelles qui doivent être protégées, qui doivent être considérées aussi pour pouvoir vraiment les protéger et faire en sorte qu'elles puissent vraiment aller mieux. Je lisais dans Science Ouest qu'un tiers du carbone est stocké. Tout à fait. C'est important. Et alors, on cherche à les protéger, donc il y a des initiatives qui sont prises. Voilà, donc dans ce dossier, on explique déjà l'importance de ces écosystèmes, comment ils fonctionnent. Oui. Un très beau tableau. C'est très important pour la gestion de l'eau, parce que comme vous le disiez, les tourbières et un certain nombre de landes aussi sont des zones humides, la majorité des landes d'ailleurs. Et donc voilà, c'est vraiment des territoires qui sont gorgés d'eau et qui doivent vraiment pouvoir continuer de la stocker pour qu'elle fonctionne correctement. On a une double page avec une grande infographie. Je sais pas si vous l'avez vu, Bernard. Voilà, donc c'est notre graphiste, c'est du fait maison. C'est fait maison. Oui, c'est fait maison. C'est très important de le dire parce que c'est un gros travail de rédaction, de contenu, mais aussi de mise en page. Voilà, l'idée c'était vraiment de montrer cette biodiversité qui est hébergée dans les tourbières bretonnes, parce qu'on n'y trouve pas les mêmes espèces selon la zone géographique. Donc là, évidemment, nous on parle de la Bretagne. On y voit des espèces, des oiseaux, des libellules, des salamandres, une araignée, et puis des espèces végétales qui sont très très importantes. Donc on y trouve un petit peu tout le petit monde qui peut y avoir dans une tourbière. Et puis effectivement, dans les autres pages, donc on explique aussi comment ces territoires peuvent inspirer les légendes, parce que c'est vraiment des milieux qui peuvent façonner en fait une image particulière. Donc c'est vraiment une terre de légende. Donc on a amené aussi un petit peu d'SHS dans notre dossier, et évidemment comment ces écosystèmes-là sont menacés, comme on le disait, notamment avec les incendies l'été dernier. On en a beaucoup parlé dans les monts d'Arrée. Les monts d'Arrée ont été ça a brûlé, massacrés. Oui, tout à fait. Effectivement. Donc les tourbières ont été vraiment impactés. Donc on explique comment il peut y avoir des plans de gestion et, comme vous le disiez, comment les scientifiques travaillent sur le terrain et au laboratoire pour pouvoir comprendre ce qui se passe et comprendre comment on peut les restaurer et les préserver sur le moyen et long terme. Voilà. Oui, parce que en plus on a isolé les différents écosystèmes dans ces tourbières, puisque il y a eu un parcellement du territoire, je crois, c'est ça. Oui. Donc certaines espèces ne pouvaient plus migrer. Exactement. En fonction de leurs besoins, bien sûr. Donc, exactement, on parle souvent de corridors écologiques et en fait tout
ils peuvent plus effectivement traverser ces territoires qui sont complètement fragmentés. Donc il faut un petit peu reconnecter tout ça, et puis même sur une zone donnée, en fait, il faut qu'on puisse comprendre comment les restaurer pour qu'elles puissent continuer de réduire les émissions de pouvoir continuer d'absorber les émissions de CO2 notamment. Donc il y a des projets européens. C'est de pouvoir Il y a des projets européens, je crois, c'est ça, pour oui. Pour que les agriculteurs aussi se réinvestissent un peu les landes et les tourbières. Exactement, oui, pour pouvoir comprendre comment aussi les pratiques agricoles puissent être protectrices en fait de l'environnement. Effectivement, c'est vraiment un travail qui rassemble différents acteurs, tant dans la recherche que sur le terrain, avec aussi les parcs naturels régionaux. Je pense au PNR d'Armorique. Voilà, c'est vraiment donc ça, c'est des personnes qu'on a rencontrées et qui sont citées tout au long du dossier. Ça permet aussi de découvrir des métiers différents parce que il y a les chercheurs, les ingénieurs, mais pas que, bien évidemment. Bien sûr. Voilà, donc on voyage un petit peu à travers les landes et les tourbières et pour comprendre vraiment leur importance et la façon dont on peut les préserver. Alors, on parlait, Marion, donc d'une zone très très humide et vous avez fait l'interview un de vos collègues, de Luca Aquilina, qui était à l'université de Rennes, à propos des problèmes de sécheresse, là, justement. Oui. Alors, qu'en est-il, Marion ? Alors, effectivement, on a choisi alors ça, c'est plus dans le dossier, mais c'est quand même assez lié. C'est dans une page d'actualité. On a interviewé Luca Aquilina, qui est spécialiste en hydrogéophilie à l'université de Rennes, pour faire le point sur la sécheresse, parce qu'on se souvient de l'été dernier, qui était très sec, qui a été une vraie canicule. Mais cet hiver, ça n'a pas été mieux. C'est vrai qu'on avait froid. On a toujours cette impression que l'hiver, ça se régule. Mais là, pour le coup, la sécheresse s'est poursuivie. Et donc, on l'a interviewé pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, on a fait le point. De manière globale, en France, c'est quand même assez catastrophique. Il y a très peu plu cet hiver. En Bretagne, ça va. Les nappes phréatiques se sont assez rechargées au mois de mars. Il a plu. Et puis, on a pas mal d'alternance en fait entre la pluie et le soleil. Donc, la végétation se régale. Mais ça reste quand même assez critique. L'été risque d'être tendu, gérable, mais tendu. Et donc, il nous donne quelques indications sur les adaptations à court terme. Donc, on risque quand même d'avoir encore des restrictions d'eau cet été, notamment sur les consommations qui ne sont pas considérées indispensables. Donc là, je parle de la Bretagne, parce qu'ailleurs, c'est encore plus compliqué. Dans le sud, notamment, entre autres. Voilà, exactement. Et puis, évidemment, il rappelle les solutions à moyen et long terme que les scientifiques ne cessent de marteler chaque année pour qu'on puisse un petit peu survivre. Voilà, l'idée, c'est que la planète se porte un peu mieux et que l'être humain aussi vive dans des conditions correctes, en fait. Donc, parce que là, on sera victime encore une fois de cette situation qui n'est pas encore suffisamment prise en compte, quoi. Donc, c'est très intéressant et ça nous a permis de faire le point sur l'instant T, en fait, parce que très bel article aussi. Finalement, l'eau doit être régulée tout au long de l'année. Tout le temps. Voilà. Ça, c'est important. Autre aspect aussi, toujours en rapport finalement avec l'eau, puisque on parle du risque de montée des eaux, et notamment au niveau du littoral, c'est en page 3 de Science Ouest. Un paradoxe, c'est que le prix de l'immobilier est très très élevé, et donc des propriétés qui sont à proximité de la mer, qui pourraient dans un temps relativement proche, voir l'eau à leurs pieds, et sont très très chères malgré tout. C'est un paradoxe, ça. Oui, on a rencontré Eugénie Cazot, qui est géographe à Brest, qui a présenté ses résultats de sa thèse, qui est vraiment intéressante. Alors, elle a étudié, en fait, elle a confronté des données de transactions immobilières à celles des expositions au risque côtier. Alors, quand je parle de risque côtier, c'est comme vous le disiez, la submersion, mais il y a aussi l'érosion. C'est-à-dire qu'il y a des maisons qui vont vraiment s'écrouler, des bords de côte qui s'effondrent. Donc, finalement, les maisons au bord de mer, on le sait de plus en plus, elles sont vraiment exposées au risque. Mais elle a remarqué, c'est plus qu'une remarque, elle a étudié ce paradoxe, parce que finalement, bien que ces logements soient très exposés, leur prix
ne baisse pas du tout, bien au contraire. Et donc, elle a confronté ces données-là, donc ces données de transaction à celles d'exposition, sur tout le littoral métropolitain, dont la Bretagne, bien sûr. Et elle s'est entretenue aussi avec des professionnels de l'immobilier et des acteurs publics pour comprendre ce phénomène assez surprenant. Et en fait, c'est assez intéressant. Elle a distingué différents profils, en fait, pour ce genre de biens. Donc, il y a les retraités qui veulent passer la fin de leur vie en bord de mer et qui achètent donc un bien qui leur correspond, voilà, pour être bien placés et profiter en fait du littoral. Il y a ceux qui achètent pour louer à la saison et qui donc du coup ont calculé le temps nécessaire pour rentabiliser leur achat. Donc le prix peut être élevé si ça sera rentabilisé. Et puis enfin évidemment les très riches qui eux peuvent se permettre ce genre d'investissement vraiment au coup de cœur. Donc finalement il y a des acheteurs malgré l'exposition au risque. Donc ça nous a permis de découvrir aussi un petit peu la façon dont les recherches en géographie s'organisent. C'est une méthodologie qu'on met pas toujours en avant. Et puis, évidemment, c'est une question qui intéresse tout le monde. Donc, ça nous a paru vraiment intéressant de donner la parole à Eugénie Cazot dans nos pages. Oui, voilà. C'est vraiment un paradoxe. Je voulais signaler quand même aussi, page 9 rapidement, Science et justice, un lien complexe à propos du procès du Mediator. Irène Frachon, l'appel, il y a un appel qui va passer et la conclusion le 28 juin prochain. Article très intéressant par rapport au Mediator qui a déferlé les chroniques au cours des années passées. Hein. Donc c'était tout à fait. Enfin, je voulais aussi signaler le livre, le très très beau livre écrit par Michel Cabaret, directeur de l'Espace des Sciences, des étoiles plein les yeux. Et nous aurons le plaisir ici à Radio Laser d'ailleurs d'accueillir Michel Cabaret et l'éditeur qui est Yvon Le Chevestrier, pour lire, commenter ce livre, puisqu'il raconte pratiquement 40 ans d'histoire de l'espace des sciences qui se confond plus ou moins avec la vie, pour une partie en tout cas, de Michel Cabaret. C'est un livre très très intéressant. On en parlera sur Radio Laser d'ici 3 semaines à peu près, en recevant donc entre autres Michel Cabaret. Enfin, je voulais signaler des livres, notamment un livre sur l'eau, puisqu'on en a parlé tout à l'heure pas mal, l'eau dans l'univers, et l'origine du temps aussi, chez Odile Jacob. Enfin, le petit article Question de science de Michel Cabaret. Pourquoi les fusées ont-elles plusieurs étages? C'est intéressant aussi. Enfin, Michel fait souvent ce genre d'articles, pour chaque numéro d'ailleurs de Science Ouest, hein, il y a une oui, en fait c'est des questions de science qu'il publie aussi dans Ouest France et qui passent à la radio, sur France 2. Et donc on fait profiter aussi nos lecteurs de ces questions de science, donc il y a des sujets tous les mois. Tout à fait. C'est très bien. Est-ce qu'on a fait le tour? Enfin, on n'a pas fait tout le tour, mais enfin bon, on a vu quand même pas mal de choses là. Hein, oui, je pense que j'espère en tout cas que ça donnera envie aux auditeurs de découvrir le numéro. J'en profite aussi, Bernard, pour vous dire, et je ne sais pas si vous-même vous y avez répondu, en page 2, on a mis le lien et un QR code pour y accéder. Alors le lien, c'est www.bit.ly/SO-enquête 2023. C'est pour donner votre avis sur le magazine. Donc je vous invite à nous donner, à répondre. Ça prend 5 minutes pour qu'on puisse s'améliorer et répondre davantage à vos envies. Voilà, donc j'en profite pour faire un petit coup d'éclairage. Tous les lecteurs de Science Ouest, donc allez, page 2, c'est page 2, c'est ça? Oui, page 2, vous avez le lien sur les réseaux sociaux, on l'a partagé aussi. Il y a un QR code, donc c'est comme pour le Covid, malheureusement. C'est un peu plus sympa. C'est pas le COVID. Vous avez juste à scanner et répondre aux questions. C'est pas le Covid. Mais enfin bon, c'est important. En tous les cas, toujours essayer d'être meilleur. Et c'est ce que fait Science Ouest. Enfin, je peux en témoigner, parce que je vois, puisqu'on le reçoit aussi régulièrement. Et donc, encore un numéro très très riche, donc numéro du mois d'avril 2023.
Voilà, merci beaucoup Marion. Merci à vous. On se retrouve comme d'habitude le mois prochain pour parler du mois de mai. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Marion. À bientôt. Au revoir et bonne journée. Oui, merci. Oui.